Daniel Morin est un grand aventurier, c'est un producteur exceptionnel qui travaille avec Xavier Dolan, entre autres, et qui a écrit ce merveilleux livre You, que nous avons eu l'honneur et le plaisir de publier aux éditions Balzac. Alors, je ne vais pas vous raconter le livre parce que vous allez le lire, et je vais parler peu de Daniel, que j'admire et que je trouve formidable, et je vais vous laisser la parole à Daniel Morin, homme d'aventure, homme de talent, producteur, magnifique, human being. Merci. Merci, Bob. Il n'est pas toujours gentil comme ça. On s'obstine souvent. Avant de vous lire mon petit texte de présentation, ce soir, j'ai invité des amis, famille, des acteurs avec qui j'ai travaillé dans ma vie, dans ma carrière, dont un acteur extraordinaire qui s'appelle Marcel Leboeuf, qui a tourné dans mon premier long-métrage, Tendre Guerre, que j'ai réalisé et produit en 1992. Fait que Marcel va vous lire un petit extrait du roman, et ensuite je vais vous faire ma petite présentation. Bon, alors, ça commence comme ça. Pour la toute première fois de ma vie, je me sens libre et je flotte littéralement sur un nuage lorsque je reprends mon avancée d'un pas décidé en croquant de ma pomme à pleines dents, sans crainte de la condamnation divine qui me terrorise malgré mon athéisme affirmé. Même l'air nappé de smog que je respire à plein nez fait du bien à mes petits poumons que j'empoisonne aussi parfois en grillant quelques cigarettes ou du cannabis pour m'étourdir un peu et pour me faire planer quand j'ai envie de m'évader. Au croisement d'une rue, 3 jeunes filles en robe de soirée et encore ivres de leur dernière virée croisent mon chemin et se retournent sur mon passage pour me draguer, frondeuse et amusée. L'une d'elles, plus audacieuse, ose même me crier « Hey you, do you know you're pretty ?» sous les rires coquins de ses amis et sans même savoir qu'elle vient de m'appeler par le surnom que je porte fièrement depuis que je suis tout petit. Flatté du compliment, mais trop intimidé pour y accorder du temps, je lui souris et poursuis ma route sans répondre ni m'arrêter et tout heureux de constater que ma nouvelle personnalité n'altère en rien mon charme et ma masculinité. Merci Marcel. Pour vous mettre en contexte, ce petit moment-là, c'est ma première journée sur Sunset Boulevard et je viens tout juste de voir les lettres Hollywood sur la montagne. Donc, je plane. Alors là, on y va dans le plus sérieux. Écoutez, Stone, le monde est Stone, que je me suis dit ce matin-là de novembre 2022, en débutant l'écriture de ce livre, alors que mon corps venait bêtement de me rappeler ma fragilité et que je sortais à peine d'un interminable marathon de production, 4 films et 2 séries télé, qui m'en ont fait voir de toutes les couleurs et m'ont fait traverser la pandémie de ses tout débuts jusqu'à ses derniers balbutiements, sans trop m'en rendre compte, et sans oublier aussi l'écriture et la publication de mon tout premier roman, qui est passé en coup de fond. Malgré cela, j'étais plutôt heureux de renouer avec la plume et de me retrouver avec moi-même au pays de mes ancêtres, pour raconter cette histoire, cette lointaine page de mon histoire, sous le rassurant couvert de la fiction et franchement convaincu qu'il suffisait d'appeler mon héros Ulysse et de l'envelopper dans les petites fantaisies de mon imagination pour bien y camoufler la réalité de cette troublante page de mon passé que je m'étais pourtant promis de ne jamais raconter à la veille de mon retour de cette première grande odyssée dans la cité des anges et des âmes égarées. Mais si la réalité dépasse souvent la fiction, quant à elle, trouve presque toujours son ancrage dans la réalité. Et à la lecture de ma toute première version que j'avais rédigée sans me relire, et en croyant avoir bien enveloppé mon récit dans les amusantes dérives de mon imaginaire, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que ce roman, que je croyais à 1000 lieues de mes secrets d'antan, n'était rien d'autre que le miroir de mon passé, exception faite du prénom de mon petit guerrier et de quelques fioritures dramatiques pour m'éviter de tout raconter. Tout y était, mon plus grand rêve, ma musique, mes amis, mes petits pas de danse sur le trottoir étoilé, mes plumes dans les cheveux pour marquer ma liberté, mes lignes de poésie dans mon joli cahier, mes tout premiers baisers et même mes souliers neufs qui m'ont tant fait mal aux pieds. Mais il y avait aussi mes peurs, mes larmes, mes désillusions, mes états d'âme, mes ambiguïtés, et l'envers du décor de cette cité des anges éphémères, où tous les monstres qui s'y terrent attendent que le bon moment pour vous dépouiller sauvagement de votre innocence et vous arracher, sans pardon,
le dernier souffle de votre enfance. Inutile de vous dire que le choc a été d'une violence inouïe et qu'il m'a fallu plusieurs mois pour redonner un nouveau sens à ma vie. Par moments, j'ai même failli brûler ce récit, comme je l'ai fait jadis avec mon joli cahier et tous mes écrits, pour que cette histoire reste à jamais perdue dans l'oubli. Et puis, un matin, je me suis subitement rappelé que dans les jours qui ont précédé mon retour, je m'étais pourtant juré craché de vivre et poursuivre le reste de ma vie dans la lumière et d'aller jusqu'au bout de mon plus grand rêve, même si, pour y arriver, je devais parfois y emprunter quelques tortueux chemins de traverse. Aujourd'hui, et malgré toutes les peurs qui envahissent encore mon esprit, je suis soulagé et fier de partager avec vous ce court chapitre de ma vie et de joindre ma voix à toutes celles et ceux qui, comme moi, ont eu la volonté et le courage de briser le silence et de se libérer de cet insupportable secret qui empoisonnait leur existence. Et même si, à l'inverse de toutes ces personnes, je n'ai ni nom et ni coupable à dénoncer, parce que trop petit et naïf que j'étais pour connaître tous ces hommes qui m'ont dépouillé de ma pureté, en date et heure de ce jour, plus jamais je ne fermerai les yeux et garderai le silence sur toute cette violence qui nous a volé à nous tous survivants notre innocence. J'aurais pu, bien sûr, ne pas prendre les devants et me cacher derrière mon roman que j'ai écrit pour donner un peu d'espoir à bien des gens. Mais pour moi, si le mutisme est d'or, la parole est de diamant. Et pour continuer d'avancer dans la lumière, comme je l'ai fait toute ma vie durant, ouvrir mon âme et me mettre à nu n'était plus un questionnement, mais une obligation pour aller de l'avant. Stone, le monde est Stone, que je me suis dit ce matin en me levant, avant de trancher ça, pour venir vous présenter ce soir mon deuxième roman. Merci à vous tous ici présents d'avoir comblé ma vie, ma carrière de fabuleux moments et de m'accompagner encore aujourd'hui dans ce grand tournant que je souhaite très inspirant pour continuer de marcher tête haute jusqu'à la fin des temps. Merci très spécial à vous tous, acteurs et actrices, qui avez réalisé le plus grand rêve de mon petit Ulysse et qui avez gentiment accepté mon invitation, en plus d'avoir marqué mon imagination sur plus d'une quarantaine de productions échelonnées sur presque autant d'années, depuis mon retour de cette époustouflante odyssée. Merci éternel à tous ces fabuleux auteurs, compositeurs et interprètes qui ont guidé ma vie jusqu'à aujourd'hui. Enfin, merci à ma famille, à mon amoureuse, à mes enfants et à ma joyeuse ribambelle de petits-enfants pour tout l'amour que vous m'avez donné durant toutes ces années et pour toutes celles qui nous restent encore à partager sur des chemins illuminés. Merci. Alors, pour donner un peu de temps, on fait la minute en deuxième extrait et après ça, c'est ma fête. Oui, mais avant de dire ça, souvent, dans la vie, des fois, on croise du monde, on va travailler avec eux autres pendant un certain temps, puis on ne les revoit plus. C'est un peu notre cas, nous autres, à tous les deux, parce que j'ai fait son premier film, Temps de guerre, où je jouais un gars qui avait fait la guerre du Vietnam, puis qui revient, qui vit en ermite autour de Mont-Saint-Hilaire. On avait établi que le personnage était autour de Mont-Saint-Hilaire. Ça, c'est en 92. J'habite maintenant depuis 2006 sur Mont-Saint-Hilaire. En 92, jamais que je pensais que j'allais rester là. Et, mais le fait de tourner ce film-là, dans ce décor-là, la rivière, la montagne, tout ça, a fait en sorte qu'un jour, j'y suis installé. Je m'y suis installé. Et on ne s'est pas revu là, pendant 30 quelques années. Et là, Jean-Sébastien Loiseau, à un moment donné, vient prendre un café chez Cheval. Chez Cheval, c'est un petit café qui est à Saint-Hilaire. Et c'est quasiment mon bureau parce que je suis là tous les matins. Puis je découvre que lui avec, il est là quasiment tous les matins. Et je dis à Jean-Sébastien, à un moment donné, il me dit, j'attends quelqu'un. Il dit, j'attends quelqu'un que tu connais, Daniel Morin. Ça fait 33 ans que je ne l'ai pas vu. Et là, on se revoit comme si on s'était vu la veille. C'était vraiment incroyable. On a vécu quelque chose en tournant ce film-là, qui était ton premier film, une première aventure. Donc, que ce soit monétairement, trouver les locations, etc., c'est compliqué, hein? C'est pas évident. Et tu l'as fait, puis tu l'as fait grandement. On a vécu là une histoire de famille pendant 2 mois de temps, parce que vous le savez, si vous ne le savez pas, on va vous le dire, quand tu joues au théâtre, que tu fasses des tournages, ce sont des histoires de famille. Hein? Et quand ça se termine, ben on a de la peine, parce que c'est des deuils. Moi, ça fait 47 ans que je fais ça, Donald beaucoup plus longtemps. Et on est constamment en deuil. Non, non, plus je m'en veux pas.
J'aime pas Victor. Qui est ma coque de bois. Ouais. Puis donc, on est constamment en deuil. Le fait de se retrouver, c'était formidable. Et je prends juste 2 secondes avant de dire ça parce que c'est trop. L'histoire du film, Le Tendre-Guerre, c'est un gars qui a fait donc la guerre du Vietnam. Il a eu une aventure avec une Française journaliste. Il revient au Québec, il vit en ermite. Un jour, ça frappe à sa porte. C'est un gars de 17 ans, un jeune Français, qui dit: t'es mon père, je veux passer du temps avec toi. La prémisse, c'est formidable. Et Daniel, avec toute l'audace qu'il a, s'est dit: hey, ça me prend un jeune Français pour jouer le rôle. Alors, il débarque à Paris. Ça donne qu'en 92, il y a un gars qui s'appelle Gérald Thomasin. Il vient de faire un film qui s'appelle Le Petit Criminel. Il a gagné un prix. Il est le meilleur espoir. Il a gagné le César du meilleur espoir français en 92. Il réussit à mettre la main dessus. C'est lui qui va jouer mon fils. Alors, pendant 2 mois de temps, on tourne avec Gérald. Gérald qui a eu une enfance de marde. Et là, tout à coup, on est une famille pour lui. Toi, ta blonde. Tu sais, les gens sur le tournage, on est devenu vraiment une famille, ce gars-là. Je vous le dis, là, il a eu une enfance de marde. Okay? Mais la vie étant ce qu'elle est, il repart en France, tout ça, puis d'autres tournages. Et à un moment donné, il y a un grand rôle avec Philippe Noiret. Hein? Et le premier jour de tournage, il se pointe pas. Et il va pas. Parce qu'il a choqué, comme on dit. Et les émotions, c'était trop fort pour lui. Puis, et donc, il va pas. Et il est devenu itinérant. Et pendant, là, toi, tu me comptes ça, moi, Gérald, je ne le voyais plus, ses écrans, je n'entendais plus parler, je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Donc, il devient itinérant. Et, un moment donné, en 2012, tombe en amour avec une postière, et cette postière-là est assassinée, et il est trouvé coupable. Et il a pogné 25 ans ferme. Et là, il est en dedans, et il dit que c'est pas lui. Il y a une journaliste, il y a une journaliste française qui décide de faire un reportage sur lui. Coup de théâtre, ils ont des traces d'ADN, ça serait un de ses chums qui est coupable. Après 4 ans d'emprisonnement, sort de là, OK? Mais là, il n'y a pas une Christie de scène. Là, il y a une journaliste française qui dit: Gérald, il faut que tu t'en viennes à telle place pour avoir ta grâce. Il y a un juge qui t'attend, il va te donner ta grâce. Puis il y a 4 ans d'erreur judiciaire, il y a un chèque qui l'atteint tout là. Okay? Le gars, il n'y a pas une scène. OK? Fait qu'il fait, OK, il y a son frère, la seule personne qui est restée sur sa planète, c'est son frère, son jeune frère cadet. Il est avec le journaliste, ils l'attendent, il y a un train à prendre, il y a une correspondance, merci. Alors, il embarque dans le train. Quand il prend sa correspondance, ce qu'on voit de lui, c'est qu'il s'allume une cigarette, il fume, il n'a pas d'air stressé, il a son petit pack-sac, il sort des images, il a disparu. On ne l'a plus jamais revu. Depuis le 23 août 2019, Gérald Thomasin a disparu. Et plus personne ne sait ce qu'il est. Ils n'ont jamais retrouvé son corps, ils n'ont jamais retrouvé ses affaires, rien. Il ne s'est jamais pointé au juge, il n'est jamais allé chercher sa grâce, tout ça. Et ça fait, là, après ça, quand je me rappelle du tournage avec lui, qui était tellement collé sur les émotions qu'il avait peur d'enivrer des émotions parce qu'il avait peur de lui-même par rapport aux émotions. Comment est-ce qu'on dealait avec ça? Puis moi, ben, c'était mon fils, fait que le rapport, ça. Et ça a fait que, quand tu me contais ça, moi, ça m'a ressoudé avec toi, mon gars, là, c'est comme, j'ai fait, aïe, aïe, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi est-ce qu'on vit les tournages? Des fois, on vit des tournages, le film sort, il est moyen, le film. Mais c'était pas ça qu'il fallait. L'idée, c'était les rencontres humaines qu'on faisait là-dedans. Parce que tous les prétextes à rencontre humaine, ça planète, que tu sois plomblé, plomblère, que tu sois Donald. Je veux dire, toutes les rencontres, tout est propice à des rencontres humaines. Hein? Alors donc, c'est ce que je voulais souligner ça parce que ça avait été formidable, ce tournage-là, dans des conditions pas évidentes. On avait tourné dans une maison à Sainte-Madeleine. Je vous le dis, c'était tellement sale, il fallait s'essuyer les pieds avant de sortir de la maison, pas servir dehors. OK? Juste, on dit comment c'était sale. Ça va être 14 chèvres. Ouais. Il y avait, le gars vivait avec 14 chèvres. Là, ça, c'était ma maison. Il avait trouvé ça, c'est mon décor, ça. Le gars, il avait une trappe, là, puis il mettait un arbre de chèvre dans la cuisine, dans la trappe. Là. Ça fait des années, c'est encore le même. C'est encore vivant. C'est encore comme ça. C'est effrayant. Allez. Monsieur c'est mon idole. Je peux trouver une photo avec lui? Daniel, approche-toi. Approche-toi pour la photo. Alors,
je lis le deuxième extrait. C'est pour ça que je t'adore. Oui, C'est c'est- vrai.